le monde. Merci de vous être joints, soit en présentiel ou en virtuel avec nous. Donc, mon nom est Philippe Hood, je suis agent de recherche et de planification pour l'Institut soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin de l'Université Laval. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous convier pour la conférence qui a pour titre Comment la réalité immersive peut-elle être utilisée pour améliorer le bien-être des aînés dans leur environnement? Donc, il me fait plaisir de vous présenter Martine Bordelot, qui est la conférencière pour aujourd'hui. Donc, après ses études de doctorat en neurosciences à l'Université Laval, Martine a débuté en 2020 ses études postdoctorales en réadaptation virtuelle à la Virginia Commonwealth University, puis à l'Université de Sherbrooke. Elle travaille présentement sous la supervision du professeur Guillaume Léonard sur divers projets visant à développer un prototype d'imagerie motrice immersive et à accroître l'accessibilité des outils d'autogestion de la douleur, ainsi qu'à informer le public et les intervenants de la santé sur les problématiques liées à la douleur chronique. Merci. Donc, je laisse la place. Merci de m'accueillir. Je vais partager la présentation. Oui. Et voilà. OK. Est-ce que vous m'entendez bien à la maison? Je ne sais pas de qui est là. Est-ce que c'est possible de le micro à eux? Oui, ils peuvent ouvrir le micro. OK. Un petit comme ça. On a un comme ça. Si vous avez pas de mettre OK, j'en vois. Merci, Liliane. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci à ceux qui sont dans la salle. Je suis très heureuse de vous présenter ma présentation d'aujourd'hui. Puis, je suis très heureuse d'avoir été invitée pour parler d'un sujet qui me passionne énormément, qui est l'utilisation de la réalité virtuelle dans différentes conditions. Aujourd'hui, je vais parler de l'utilisation de la réalité virtuelle pour favoriser, améliorer le bien-être chez nos aînés. Et je vais surtout vous montrer aussi comment est-ce qu'on pourrait utiliser la réalité virtuelle auprès de populations en soins palliatifs et de familles. Moi, ça fait quelques années que je m'intéresse à la réalité virtuelle, puis j'ai découvert ce domaine-là grâce à un livre. C'est spécial, là, mais c'est vraiment un livre qui me fait découvrir tout le potentiel de cette technologie. C'est Ready Player One de Ernest Cline, puis c'est dans un monde futuriste. Je ne vous dévoile pas les punchs, c'est un livre exceptionnel. Puis on voit des utilisations de la réalité virtuelle dans le futur de ce que ça pourrait être dans les prochaines décennies. Comme par exemple l'éducation démocratisée à l'ensemble des gens de la population. C'est un livre tellement bon que Steven Spielberg en a fait un film paru en 2016. Je dois recommander fortement. Quand on vise un vieillissement réussi, il faut prendre différents facteurs en compte, comme par exemple la prévention des maladies, l'amélioration des fonctions physiques et cognitives, le maintien de la santé mentale, des relations sociales, et engager nos aînés dans des activités productives. Le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler du potentiel de la réalité virtuelle immersive. C'est pas que demain, vous achetiez un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment que vous ouvrez votre esprit à cette nouvelle technologie qui devient de plus en plus accessible et que vous allez probablement voir se déployer de plus en plus autant dans le milieu de soins qu'en résidentiel. Aujourd'hui, un petit peu de séance pour vous. Je vais commencer par vous introduire certains concepts clés, certains vocabulaires que j'aimerais que vous preniez en compte pour que vous puissiez bien comprendre la présentation. On va ensuite parler des avantages de la réalité virtuelle. Je voulais savoir, est-ce que oui, il voit mon écran? Oui. Oui, OK. On va également parler des meilleures pratiques pour l'utilisation et l'intégration de la réalité virtuelle en milieu de soins. L'avenir de la réalité virtuelle, ça prend le temps, c'est un petit bonbon que j'ai. Puis on va faire une petite conclusion et un résumé de la présentation. Et petite question,
les gens à la maison, peut-être vous pouvez mettre un thumbs up. Est-ce que vous avez déjà utilisé la réalité virtuelle immersive? Quand je parle de réalité virtuelle immersive, c'est avec les casques qu'on met sur la tête. Alors, ici. Oui, grâce à toi. Une fois, au musée de Gaspé, ils ont comme une expérience sur un bateau. Ah, OK, wow. C'est intéressant, c'est rendu dans les musées et les bibliothèques aussi. C'est sur ça que je parle de déploiement. Et, Non. moi, à la maison, des thumbs up? Non. Ou sur le chat. Y a-t-il des gens sur le chat? Non. Merci pour le chat. Ah, en passant, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à envoyer des questions sur le chat. On a quelqu'un qui fait la modération ici. J'aime bien l'idée que ça soit une interaction, en fait, entre nous. Si vous avez répondu non, je veux juste vous montrer qu'en fait, la réalité virtuelle, c'est peut-être un peu plus commun que ce qu'on peut croire. Alors, je vous présente le continuum de la réalité virtualité. Et là, ça, c'est juste pour vous expliquer c'est quoi la différence entre la réalité virtuelle et la réalité, en fait. Il y a différentes définitions. Et par exemple, si vous prenez le monde réel, vous allez à l'extérieur, vous vous trouvez dans une forêt, c'est du contenu qui est uniquement réel. Alors que si on va dans la réalité virtuelle, c'est du contenu qui est à 100% virtuel. Et entre les deux, on va trouver ce qu'on appelle la réalité mixte, qui est un mélange de contenu réel et virtuel. Dans la réalité augmentée qu'on entend un petit peu plus parler, c'est par exemple les applications cellulaires où vous voyez l'extérieur, mais vous pouvez faire un ajout de virtuel. Donc, si vous jouez à Pokémon Go et que vous mettez votre téléphone vis-à-vis d'un endroit particulier, vous pouvez détecter s'il y a des Pokémon à cette endroit. Il y a un ajout de contenu virtuel. Alors que la virtualité augmentée, c'est du contenu réel qui est ajouté à la réalité virtuelle. Ça, on le voit entre autres dans les casques, quand on veut établir un gardien de sécurité. On va voir quand on établit le gardien de sécurité, on a le casque sur la tête, mais on voit les éléments du réel. Et en fait, il y a d'autres aussi. C'est ça, c'est une définition très sobre, mais il y a d'autres aspects, comme par exemple les hologrammes. On ne sait pas exactement où est-ce que ça se trouve dans ce spectre-là. Peut-être que c'est comme plus du contenu virtuel, mais il y a encore, c'est des définitions, mais comme dans n'importe quel type de domaine, les définitions sont toujours des noms un peu juridiques. OK. Donc, quand je vous demandais, est-ce que vous avez déjà essayé la réalité virtuelle, la réponse est probablement oui. En fait, vous êtes en train de faire de la réalité virtuelle, ceux qui sont à distance, puisque vous êtes en train de me regarder, et ce que vous regardez, c'est un contenu qui est généré par vous. C'est pas du réel. En fait, ce qui va faire une différence de réalité virtuelle immersive, c'est le niveau d'immersivité qui est en fait qui se rapporte à la technologie qui est utilisée pour créer l'expérience virtuelle. Vous pouvez avoir l'immersivité, en fait, c'est plus le niveau d'immersivité va être élevé, plus il va y avoir de technologies qui vont être impliquées dans l'expérience virtuelle. Je donne un exemple. Dans ce cas-ci, regardez la télévision, vous regardez votre écran d'ordinateur. C'est un niveau d'immersivité qui est très bas parce que ça implique seulement une télévision puis un système audio. Alors que si vous avez la chance d'aller à Walt Disney Floride, d'essayer de faire du passage avec des espèces de petites motos, il y a des écrans à 180 degrés avec des lunettes 3D, plus la stimulation au niveau haptique, qui est comme le corps qui bouge. Puis, il y a des stimulations au niveau des sens, comme l'odorat. Il y a beaucoup de technologies qui sont impliquées, alors le niveau d'immersivité est plus élevé. Quand on parle d'un système, par exemple, Flight of Passage, qui est un niveau d'immersivité comparativement à la télévision. La réalité virtuelle devient, comme je l'ai dit tantôt, de plus en plus déployée, entre autres, parce que dans les dernières années, les casques se sont libérés des fils. On est devenu sans fil, on est devenu Bluetooth. On n'a plus besoin de ce qu'on appelait les base stations qui, initialement, devaient se positionner dans des pièces à des endroits précis pour pouvoir capter les mouvements des manettes et du casque.
C'est un outil de réalité virtuelle immersive très intéressant et accessible. Et là, vous voyez le prix, le QS2 est à peu près 500 $. Là, il y a d'autres modèles comme le Vive Focus à 1100 qui est un peu plus élevé, ou le Samsung à 230 $ qui est un peu moins. Et ça, tout ce que je vous parle aujourd'hui, c'est la plus mauvaise qualité qu'on va voir pour les prochaines années. Dans les prochaines années, il va y avoir une très grande évolution, très rapide du développement de ces technologies-là. Et tout ce qu'on expérimente actuellement, c'est le plus mauvais de ce qui existe. Par exemple, ici, c'est un des appareils les plus légers qui existent de réalité virtuelle, qui est à environ 250 grammes comparativement à 500 grammes pour le Quest. Ça devient des appareils miniaturisés puis beaucoup plus portatifs. Mais là, vous voyez, le prix est à 1700 US. Au niveau de l'accessibilité, au niveau du prix, c'est pas tout à fait ça. Mais dans quelques années, on s'enligne vers une miniaturisation des équipements. Un autre concept que je voulais vous parler, c'est la présence. Et la présence, c'est juste un concept psychologique de ressentir qu'on est là dans l'environnement virtuel. On peut, par exemple, ressentir un effet de présence élevé lorsqu'on lit un livre. C'est plus comme le scénario qu'on va mettre en place pour que la personne se sente là, comme si elle était présente directement dans l'environnement. Et là, pour faire expérimenter le côté présence et immersivité, je vais demander à quelqu'un dans la salle d'essayer cette application qui est le Rich Experience. Et là, j'avais quelqu'un dans la salle qui a eu le temps de discuter avec Bénédicte, qui serait prête à confronter ses parents au développement. Je suis invitée à lire j'ai chaud. Excellent. Je te donne ma mallette ici, comme ça. Puis, je vais te mettre l'index ici sur un des boutons, puis je vais te demander avec l'index de juste cliquer dans le vide. L'index. De passer vers comme ça. Ah, ok, le vide ici. OK. Fait que là, qu'est-ce que tu vois devant toi? Est-ce qu'il y a un I agree? Est-ce que c'est vert? Oui. Il faut que tu mettes la manette dans le I agree. OK. Je vais mettre ça en là. Fait que là, si tu nous décris, qu'est-ce que tu vois? Une statue de Pâques, c'est ça? Oui. Des idées, la rue. OK. Ouais. Le passage piéton, des papillons, tout ça. Fait que t'es comme dans une grande ville avec plein de hauts. Fait que si tu regardes derrière toi, derrière moi, ouais. Le casque te permet de voir en 360 et même d'interagir avec l'environnement 360. Il faut que tu rentres dans l'ascenseur. Ah oui? Ouais. Puis là, sur ta droite, il y a le menu. Puis, mets la manette dans le rond jaune qui est le plus élevé. OK. C'est ça? Ouais, je dois-tu faire quelque chose? Il faut juste que tu rentres la manette dedans. Ah, OK. Ouais. Là, je monte dans l'ascenseur. Oui, c'est ça. L'ascenseur m'apprête à avoir peur. C'est ça qu'on comprend. Exact. OK. Avec l'ascenseur, l'ascenseur est rendu au sommet du building, puis ce qu'elle voit devant elle, c'est une planche. Et je ne sais pas si vous voyez bien à distance, mais on a aussi une planche dans la salle pour augmenter l'effet d'immersivité. Une technologie de très bas, qui ne coûte pas très cher pour augmenter la sensation d'immersion. Là, c'est pas ça qu'on fait faire aux aînés. C'est juste pour illustrer un peu l'effet de présence immersive. C'est quoi tes émotions un peu en ce moment? Très fortes, je dirais. C'est tellement impressionnant, je ne sais pas comment décrire ça. Je suis allée, moi, à Walt Disney, je me sens un petit peu comme ça. Mais je sens le vide, pour vrai, là, vraiment. On n'a pas vraiment envie de m'approcher, pas d'une planche. De la planche, en fait, tu me disais que tu avais peur de hauteur, ouais. On est là aujourd'hui pour faire une légère exposition progressive
Alors, je vais te faire avancer vers la planche. Tu vas voir, si tu fais des petits pas avec tes pieds, tu vas sentir à un moment donné. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui. Ok, je vais faire la planche peut-être au bout des pieds? Oui. Ok. Quand t'accompagnes, C'est comme un tremplin. Tu m'en fais pas sur 3 mains de la sienne. Ok. Oh, c'est. C'est pas large. Et là. je suis là, je suis à côté de toi. Si tu veux, tu peux me tenir dans la main aussi. Et ça me fait pas. Et c'est T'as vraiment l'impression d'être là, même si dans ta tête, t'es capable de mais oui, je suis comme rationnelle, je suis dans une salle de cours, mais. Et oui, est-ce que tenir la main? Si vous voulez. C'est pas mal bonne. C'est vrai. Il faut que je me mette un petit bonhomme. Et non, c'est vraiment spécial. C'est vraiment bon. C'est mélange, je m'en vais là. Mais dans le vide de là, l'idée, c'est juste de faire un grand pas au bout de la planche. Pour vrai? Oui. Il faut vraiment que je te parle très très fort. Ok, plus ça descend. Je tombe, si c'est terrible. Ah mon Dieu. Vraiment, il faudrait que tout le monde essaye ça. Félicitations, Denise. C'était trop d'émotion. Ben non. Trop génial. C'était vraiment spécial. C'est ça que je voulais pas dire. C'est pour ça que j'ai choisi à la base quelqu'un qui me donne une légère validité modérée des. Et pas beaucoup d'orgueil. Merci. Hey, merci. Vraiment impressionnant. Wow. Puis je pense que vous avez vu cette réaction. Puis qu'est-ce qui s'est passé en fait sur la scène? Moi, je vous parle d'immersivité et de présence et que le casque permet d'avoir un niveau de présence et d'immersivité très élevé parce qu'on est complètement à 360 degrés. Là, c'est exactement ce que je voulais juste pour le faire. C'est on a fait le cobaye idéal. C'est tellement impressionnant. Et dire que dans le fond, ça, c'est, comme tu disais, quelque chose qui est vraiment, on est dans les balbutiements, Oui, c'est ça. dans les années, ça. Les nouvelles versions qu'on voit actuellement, le graphique va être beaucoup plus se rapprocher du réel. On va être en mesure de donner un petit peu plus de l'avenir de la réalité virtuelle par la suite. L'expérience. Mais c'est ça, c'est ce qu'il y a de plus mauvais actuellement, mais ça va aller à une grande amélioration de physique. J'avais notre collègue, mais vu que je vous le présenterai une fois peut-être sinon. Puis, une des choses que je voulais parler, en fait, c'est ça un peu avec l'expérience qu'on a faite aussi tantôt, c'est que l'esprit humain a énormément de difficultés de se retrouver dans deux environnements différents. Soit il va choisir l'environnement réel, ou soit il va choisir l'environnement virtuel. Et c'est pour ça que Bénédicte, elle avait même de la misère embarquée sur la planche faire elle-même, parce que son cerveau a choisi l'environnement virtuel à ce niveau. Je vais juste présenter une étude qui a été faite auprès de 70 personnes âgées, qui a été faite autant chez les gens qui ont des troubles cognitifs et non. Puis ils ont testé, ils sont allés voir le niveau d'acceptabilité, à quel point les gens sont d'accord d'essayer la réalité virtuelle quand on est une personne plus âgée, disons de 55 ans. Puisque ce que l'étude a rapporté, c'est que de manière générale, les utilisateurs avaient une attitude neutre face à l'utilisation de la réalité virtuelle. Si vous voulez voir un aîné et que vous lui présentez un casque, il va vous faire OK, oui, c'est intéressant, mais c'est ni positif ni négatif, c'est intriguant. Alors qu'on aurait pu penser que présenter une technologie avancée ou une technologie différente à une personne aînée peut provoquer une certaine crainte ou une certaine. C'est plus une attitude neutre qu'on rencontre. Et cette attitude-là devient plus positive dès la première exposition à la réalité virtuelle. Surtout si on peut exposer notre utilisateur à un environnement qui l'intéresse.
Donc, il y a des milliers d'applications que je vais vous montrer, je vais vous en montrer quelques-unes tantôt, de comment est-ce qu'on peut personnaliser en fait ce type d'approche-là auprès des personnes. Pour la deuxième partie de la présentation, je vais vous parler des avantages de la réalité virtuelle immersive. Parmi certains avantages qu'on a discuté tout à l'heure, la mobilité, on n'a plus de fil, on n'a plus besoin de base station, les prix sont de plus en plus accessibles. Puis ça nous permet, grâce à ces technologies-là, nous permet d'avoir un accès à l'inaccessible. Je pense qu'il y a un petit bug dans ma présentation, c'est pas grave. Puis une des applications que je voulais vous montrer, c'était Space Explorer, qui était une application qui a filmé en 360 degrés une équipe d'astronautes, entre autres avec David Saint-Jacques, qui est un astronaute canadien-québécois. Puis c'est simplement magnifique. Toutefois, je ne pouvais pas faire de mise en mémoire aujourd'hui. Je vais vous présenter une autre application. On va faire une activité pratique avec Wonder, qui peut vous permettre d'explorer n'importe quel endroit dans le monde. Si vous êtes en contact avec un usager, un résident, qui voudrait revoir le lieu de son enfance, c'est quelque chose de possible grâce à ce type d'application. Puis ça permet, comme je le disais, d'avoir un certain accès à l'inaccessible si la personne n'est pas en mesure de se déplacer dans le lieu qu'elle aimerait visiter. Ou même de remplir une bucket list. Si la personne voudrait, par exemple, aller au Machu Picchu, puis elle n'a jamais eu la chance d'aller au Machu Picchu durant sa vie. Donc, j'aimerais inviter quelqu'un dans la salle à venir essayer. OK. Wow! Nous sommes au sommet de la Tour Eiffel, avec bar à champagne. Okay. Je ne savais pas que c'était là. Puis, si tu regardes vers la ville, si tu tournes un peu, tu peux tourner en 360. Là, tu vois la charpente. Des bâtiments. Des quoi? Il y a comme des édifices en bas. Ouais. Et comme une rivière, la végétation en bas. Puis si tu vois sur le dessus, il y a des flèches blanches. Oui. Si tu pointes le laser de ta main vers, ouais, exactement, tu cliques sur avec ton index. Oh, ouais, exact. Et tu vois, tu es capable de te déplacer peut-être pour aller dans un autre environnement. Mais encore le sommet de la Tour Eiffel, vous allez voir une autre personne. Est-ce que ça donne le goût d'y aller? Oui, oui. Et ça peut être, comme je disais tantôt, comme une façon de réaliser des souhaits pour les personnes parfois qui ne peuvent pas se déplacer vers des endroits comme Paris ou qui voudraient revoir des environnements qui ont des chers, qui sont associés à l'ensemble. Est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, de zoomer des fois ou sur l'option comme, par exemple, si on est au sommet et on peut comme zoomer pour approcher, par exemple, des objets ou des endroits, est-ce que c'est possible? Ben, c'est possible de changer d'endroit, en fait. Tu aurais une perspective différente. Puis ici, je vais faire apparaître le menu. Déjà là. Fait que, tu peux cliquer dans ces endroits-là. Dépendamment, tu peux cliquer au niveau. Tu peux reprendre avec ton index. Et ça, c'est la carte, en fait, que les gens voient dans le casque. Puis on voit un peu, c'est le même principe que Google Earth. En fait, peu importe où on veut aller, s'il y a des images qui sont captées, on peut s'écrire. Ouais. C'est assez intuitif, là, il a été capable par lui-même de se redéplacer vers une rue plus on dirait ça plus au sein de la cheminée. Et si tu veux faire disparaître la carte, tu peux cliquer. Ici, tu peux présenter une revue systématique méta-analyse qui a évalué l'utilisation de la réalité virtuelle auprès de populations aînées. J'ai quelques petites données probantes à vous présenter.
Fait que la revue thématique, c'est surtout intéressé à l'acceptabilité, puis la faisabilité et l'efficacité. Fait qu'auprès par rapport à l'acceptabilité, la plupart des participants de l'ensemble des études qui ont été incluses dans cette revue systématique méta-analyse ont rapporté une expérience agréable et le désir d'utiliser à nouveau la technologie. Puis au niveau de l'efficacité de la méta-analyse, il y a 2 différentes méta-analyses dans cette revue systématique qui montrent un effet positif de l'utilisation de la réalité virtuelle au niveau de l'équilibre et de la marche. On a d'autres données exploratoires sur d'autres aspects. D'autres impacts potentiels, en fait, sur la réadaptation sensorimotrice au niveau de l'amélioration de l'équilibre, la coordination des risques de chute, la fragilité de la mobilité, la force musculaire et de la flexibilité. Mais il n'y avait pas assez d'études qui avaient étudié l'ensemble de ces facteurs-là pour en faire des méta-analyses. Pour l'instant, on a des données assez probantes qui soulignent un effet efficace pour l'équilibre de la marche, améliorer la marche. Puis, un autre aspect qui a été abordé dans cette revue, c'était à quel point c'est faisable d'utiliser la réalité virtuelle auprès de personnes aînées. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant, les points qu'ils ont sortis. Je vais en discuter un peu avec vous. Une des limites, en fait, à utiliser ce type de technologie, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent présenter des limitations physiques et qui peuvent avoir plus de difficultés au niveau des tâches virtuelles. Fait que si vous imaginez, par exemple, quelqu'un qui a des douleurs au niveau des bras, puis qui a des douleurs au niveau du cou, de devoir mettre le casque sur le dessus de la tête, bien, ça va nécessiter probablement une aide technique, un intervenant qui va être avec lui pour aider moi. Il y a aussi une limitation par rapport à la diminution de la vision avec le vieillissement, mais les casques nous permettent de rajouter c'est comme une structure qui permet, qui fait en sorte que le casque est un petit, et le présentoir en fait, du casque est un petit peu plus espacé, donc on peut rentrer ici des lunettes. Fait que les personnes qui présentent une vision corrigée vont pouvoir utiliser ce genre de technologie. Puis une autre alternative possible, c'est de complètement remplacer les lentilles des caméras du casque par des lentilles qui sont ajustées au niveau de la vision de la personne. La réalité virtuelle, la revue systématique mentionne également que ça nécessite une période de familiarisation avec la technologie pour améliorer le confort et la faisabilité de l'expérience. Comme vous l'avez vu, là, j'ai vraiment pris contrôle des expériences que j'ai faites vivre jusqu'à maintenant. Puis, si vous avez le casque avec vous ou les manettes dans vos mains, ce que vous allez voir, c'est beaucoup de boutons différents. Il faut apprendre à utiliser chacun de ces boutons-là. Le menu aussi peut être plus complexe. Moi, je ne recommande pas ce type de technologie-là pour une utilisation à domicile. Tu sais, je ne pense pas que vous devriez équiper vos résidents, vos proches, les personnes âgées avec certains troubles moteurs ou physiques ou cognitifs avec un casque et les laisser se débrouiller par eux-mêmes parce que c'est un peu trop complexe ce type de technologie pour l'instant. Ça nécessite des personnes qui vont être familiarisées avec la technologie, qui vont savoir l'utiliser, qui vont avoir une certaine formation. Également, un autre point qui ressortait, c'est que il existe différents casques sur le marché. Il y a des casques qui coûtent moins cher, puis il y a des casques plus élevés, mais qui vont avoir des paramètres qui vont être de meilleure qualité et qui vont permettre, entre autres, de diminuer les effets de cybermalaise qu'on va rediscuter tantôt. Des fois, juste d'avoir un équipement de moindre qualité peut faire en sorte que, par exemple, le taux de rafraîchissement est moins élevé. Puis d'avoir un taux de rafraîchissement plus élevé fait en sorte que les images passent de manière beaucoup plus fluide. Donc, ça diminue un peu plus ces effets-là de cybermalaise, peut être de la nausée ou des vertiges. Est-ce que vous avez ressenti un peu une nausée ou vertige quand vous avez essayé? Ben, moi, un peu de vertige, mais je ne savais pas trop si c'était l'exercice comme tel plus que, tu sais, je ne sais pas si je l'aurais eu sur toutes les images, mais ouais,
c'est sûr que Mais physiquement, je sentais comme des sensations physiques là, de. Puis quand tu t'as ôté le casque, est-ce que tu te sentais un peu comme nauséeuse? Non. Puis toi? Moi, non, mais il y avait comme peut-être un peu de confusion. Et c'est pour cette raison que je trouve que oui, ça prend vraiment une période de familiarisation avec les dispositifs. Ouais, ben de confusion parce que tu es revenu comme dans l'environnement réel, tu étais complètement dans un autre univers. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça, il y a certaines personnes, surtout les gens qui présentent une sensibilité au mot des transports, peuvent avoir un peu plus de difficultés avec ce genre de technologie-là, mais il existe des façons maintenant, là, les programmeurs savent très bien comment développer des applications qui vont réduire la présence des cybersickness. Puis il existe aussi des petits trucs et astuces que nous, on peut utiliser pour diminuer ces effets-là. Par exemple, mâcher de la gomme, avoir un ventilateur en face de soi, donne un petit coup de vent, mâcher du gingembre juste avant l'expérience virtuelle. Le gravel au gingembre aussi fonctionne très, très bien. Parce que moi, je suis très sensible au cybersickness. Ce que je développe comme application, il faut que ce soit bien fait pour ne pas me rendre. Un autre aspect qui est j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais vu que c'est une technologie qui est quand même, qui demande un certain moment de familiarisation, je l'ai expérimenté dans le passé quand je faisais expérimenter pour les premières fois la réalité virtuelle. Puis les gens, déjà, juste de mettre le casque, d'avoir les manettes entre les mains, il y a comme un petit stress. Les gens ne sont pas tout à fait sûrs, puis ils ne veulent pas appuyer sur les mauvais endroits. Puis c'est vraiment très important que ça soit très simple pour eux d'utilisation, pratiquement de seulement mettre le casque dans la réalité virtuelle et de se laisser guider dans l'expérience. Parce que toute erreur technique peut être perçue comme un échec. Puis on veut éviter les sentiments d'échec parce que ça peut faire en sorte que la personne se sente moins engagée et motivée par l'expérience de révélation. Comme je le disais, l'utilisation des manettes peut être un défi pour les personnes âgées. Puis, je voulais juste vous parler aussi d'une autre revue systématique qui a été publiée en 2022, qui présentait en fait 7 articles. C'est quand même assez récent, l'utilisation de la récupération en soins palliatifs. Puis, c'était des études là, de taille d'échantillon très faible, à peu près 25 personnes au maximum. Et les gens actuellement utilisaient la réalité virtuelle seulement une session d'environ 30 minutes. Puis, tous les aspects que je vous parlais de faisabilité, accessibilité, c'est les mêmes aspects qu'on retrouve dans cette revue de systématique et manipulation. Donc, quand on veut dépasser ces limites-là de, bon, c'est complexe de manipuler la technologie, ça prend une familiarisation, je vais vous présenter un bel exemple qui a été développé par Super Sublime, qui est une compagnie qui en fait est une OBNL de Montréalais, et qui ont développé l'application Toujours Dimanche, qui est une application, en fait, le CEO de Super Sublime est allé filmer à différents endroits en Côte-Nord. Puis dans l'application, il y a environ une centaine de paysages différents qu'on peut visiter. Puis ce qui est le fun avec cette application-là, c'est qu'on est capable de contrôler à partir d'un cellulaire ou d'une tablette. Puis c'est ça que je voulais vous démontrer aujourd'hui. J'aurais besoin, encore une fois, d'un autre tablette. Je peux y aller. OK. Je peux pas le faire. Là, tu vas le faire où je pense. Donc là, avec l'application cellulaire, que vous voyez peut-être ici sur mon site, je peux prendre la décision de devenir le guide et de contrôler ce que mon utilisateur va voir dans son casque. Alors, ce qu'on va faire, et sur l'application, en fait, il y a une centaine de vidéos, alors je peux le transporter du vidéo. Si on va, par exemple, à l'église Saint-Émilie. Puis toi, tu entends les vagues. Ouais. J'entends les vagues. Il y a comme un petit haut-parleur près dans le casque. Je vais faire ça un peu.
Un des autres aspects qui avait été mentionné pendant un colloque auquel j'ai eu la chance d'assister avec des collègues qui s'intéressent énormément à la réadaptation virtuelle, c'est que si vous voulez intégrer ce type de technologie dans vos milieux de soins, c'est incontournable. Il faut de la formation au niveau des intervenants. Puis idéalement, il faudrait qu'il y ait un champion sur place ou un utilisateur, un super utilisateur en fait, qui peut bien comprendre la technologie, qui est capable de répondre aux bugs, comme j'ai été capable de le faire aujourd'hui. Puis, je vous invite, si jamais c'est le type d'appareil qui pourrait vous intéresser, je vous invite à aller le tester à différents endroits, par exemple Monde VR, qui ont toutes les technologies que je vais présenter aujourd'hui. Même le Monde VR de Montréal a un équipement qui permet de simuler le vol oiseau. Ça peut être assez intéressant. Ça coûte à peu près 25 $ pour une heure d'utilisation. Vous pouvez même louer des casques aussi pendant une semaine, une période de temps fixe. Je vais vous montrer d'autres applications juste en rafale pour tenter de vous convaincre du potentiel. Comme je vous disais, il y a un potentiel d'aller toucher à la fois au niveau psychologique, au niveau physique et au niveau spirituel. Par exemple, cette application-là qui permet de garder nos aînés cognitivement engagés. Il y a plusieurs jeux de mémoire, d'interaction qui peuvent être très intéressants pour eux. Tiltbrush, que je voudrais peut-être essayer, mais par manque de temps, on va passer par rapport aux autres, passer plus rapidement sur les diapositives. Tiltbrush, très intéressant pour leur thérapie, permettre aux gens de s'exposer dans un monde artistique et de pouvoir peinturer en 360 degrés et d'exporter aussi leurs œuvres. National Geographic, c'est magnifique, c'est plus aventureux. Par contre, nager avec une dauphin, monter des sommets, puis il y a aussi une image, je n'avais pas essayé encore celui-là, mais il y a comme des animaux plus sauvages. C'est très intéressant. J'aime beaucoup aussi l'application Rencontre qui permet aux personnes âgées de socialiser, voyager, personnaliser leur environnement. Ils se retrouvent comme dans une pièce, puis ils peuvent décorer l'environnement. Et de bouger aussi. Il y a plusieurs exercices, plusieurs sous-applications dans cette application-là pour faire des exercices. D'autres applications comme Maloka qui permet de faire de la méditation, des exercices de respiration. Vraiment magnifique et gratuite cette application. Puis il existe aux États-Unis différentes compagnies qui se sont spécialisées dans le développement d'appareils de réalité virtuelle qui vont aller toucher chacun de ces des facteurs pour favoriser un vieillissement réussi, comme la prévention de maladies, maintien des fonctions physiques et cognitives, la santé mentale, impliquer nos aînés dans des activités productives et maintenir les relations sociales. Justement, avec toujours dimanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser le mode multijoueur. Il peut y avoir, si vous avez un proche qui habite très loin, puis qui a un casque de réalité virtuelle, il peut se joindre à distance au réseau semi-privé, puis vous rejoindre en fait le proche dans cet espace virtuel. Le désavantage de ces compagnies-là, c'est que les plateformes qui ont développées sont en anglais, puis elles ne répondent pas nécessairement aux propriétés, aux paramètres de cybersécurité du ministère. Par exemple, la compagnie Super Sublime avec laquelle l'OSBL, Super Sublime avec laquelle je collabore, se sont assurés de répondre à tous les critères de cybersécurité. C'est intéressant de travailler avec des organisations québécoises qui comprennent aussi la réalité québécoise. Est-ce que je vais passer? C'est un exemple de formation qui est donnée par Super Sublime pour former les intervenants. Puis également, une communauté de pratique a été mise en place pour permettre aux gens de poser leurs questions sur des forums en ligne, puis d'avoir des réponses assez directes. C'était en résumé, conclusion, on a vu les différentes définitions conceptuées des thèmes reliés à la réalité virtuelle. On a parlé un peu des avantages. On a parlé aussi des meilleures pratiques où là, il faut peut-être de la formation, il faut que les gens soient accompagnés. Puis j'ai parlé un peu de Super Sublime qui
grâce à sa communauté de pratique, permet d'établir un lien direct avec les milieux de vie, et de faire en sorte que les intervenants soient engagés et motivés, puis de former des utilisateurs, des super utilisateurs, puis des champions en fait, dans chaque milieu de vie. On a sauté l'année à la virtuelle, mais. Puis, petit message à revenir, c'est une définition de l'innovation qui a été donnée par une diététicienne de la SSA, qui est la Société apprenante le système de santé apprenant. Puis eux, ils définissent l'innovation comme chose nouvelle introduite. Puis j'aimerais bien cette deuxième sous-définition qui dit solution potentiellement tablettée, faute d'avoir planifié, géré et accompagné le changement. C'est quand on développe des innovations, c'est de penser à toutes les étapes de développement, pas juste de dire OK, on développe quelque chose, on l'a publie, puis après ça, on l'oublie. De penser vraiment de A à Z, comment on l'intègre dans le milieu de soins. Alors voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Puis je ne sais pas si on peut prendre une petite période de questions. Oui, oui. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui veulent poser des questions. Moi, j'en avais peut-être une, en fait, là. Je me demandais, dans le fond, est-ce que le mécanisme de la gestion de la douleur a déjà été étudié avec la réalité augmentée, de se retrouver dans des espaces comme ça qui sont relaxants? Il y a plusieurs mécanismes, je te dirais. Le principal, c'est la distraction. Ouais. Tu es complètement exposé dans un univers totalement différent. C'est sûr que là, ton cerveau, comme je le disais tantôt, il va choisir entre ta réalité réelle et la réalité virtuelle. Si en plus de ça, tu arrives à avoir des rétroactions haptiques, puis là, tu es à immerser encore plus la personne profondément dans l'univers virtuel avec cet impact de distraction-là. Puis il y a aussi, on stimule la mémoire de travail puis le fait de stimuler cette mémoire de travail-là fait en sorte que, comme si le temps s'écoulait plus rapidement. Et les gens ont l'impression d'avoir des épisodes de douleur beaucoup plus rapides, beaucoup plus moins long, en fait. Il y a aussi, moi, je m'intéresse beaucoup à la réadaptation sensorimotrice. C'est d'exposer les personnes en environnement virtuel, puis qu'il y a une forme de contrôle dans leur environnement virtuel pour pouvoir leur permettre de refaire certains mouvements que peut-être, moi j'ai déjà, on avait une application dans mon premier postdoc où les gens devaient faire des squats, puis éviter, ils étaient dans un environnement virtuel, un gymnase, puis là il y avait des balles qui venaient vers eux, puis ils devaient faire des squats, puis des fois c'est éviter des immenses requins qui passaient sur leur tête. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on filmait les personnes sans la réalité virtuelle à faire des squats. Là, des fois, ils ont mal au dos, ils sont craintifs, ils ont de la peur du mouvement. Puis là, on les met dans l'environnement virtuel et on les filme en train de faire le même exercice. Des fois, qui descendent bas, puis qui étaient en compte plusieurs. Fait que là, on leur montrait la vidéo avant-après. Puis c'était vraiment intéressant de leur montrer que d'essayer de combattre cette peur du mouvement-là, de leur redonner un contrôle au niveau sensorimoteur pour faire une forme de rééducation. Puis il y a d'autres mécanismes, mais je te dirais que je les oublie là, pour l'instant. Mais c'est les principaux, en fait. Moi, en tout cas, que j'utilise principalement dans les études. Intéressant. Merci. Moi, je n'ai pas de questions. Ah. Effectivement, beau projet innovant et très pertinent pour la clientèle âgée. Merci beaucoup pour la présentation et aux volontaires d'avoir testé la réalité virtuelle en direct. Le Mont VR, je suis allée voir, puis il y a une succursale à Québec qui est à la place de la cité. En fait, Montréal, Sherbrooke, Chicoutimi. Oui, Trois-Rivières. Je pense que l'oiseau, il y avait de l'air de dire sur leur site qu'il y avait seulement la succursale de Trois-Rivières qui Moi, je pensais que c'était à Montréal. Ben ouais. Je l'avais. OK, merci de. C'est fun, c'est plus entre les deux pour moi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci tout le monde.